Laisse-moi te poser une question simple. Es-tu intelligent? Réfléchis vraiment. Pas la réponse polie, pas la réponse modeste, la réponse honnête. Parce que si tu as répondu oui, sur quoi tu te bases? Tes notes à l'école? Ta capacité à résoudre des problèmes rapidement? Le fait que les gens t'écoutent dans une conversation? Le fait que tu lis, que tu t'informes, que tu réfléchis? Et si tu as répondu non, ou peut-être, pourquoi? Parce que quelqu'un te l'a dit un jour? Parce que tu n'as pas fait les grandes écoles? Parce que tu as du mal avec les maths ou la logique formelle? Voilà le problème. La plupart des gens répondent à cette question en utilisant une définition de l'intelligence qu'ils n'ont jamais vraiment choisie. Une définition héritée de l'école, de la culture, des tests QI, des classements scolaires. Et cette définition précise que presque tout le monde utilise sans jamais la remettre en question, est peut-être la plus grande erreur intellectuelle de notre époque. Le mensonge du QI. Ce que l'école t'a appris sur l'intelligence. Pendant des décennies, l'intelligence a été réduite à quelque chose de mesurable. Le QI, le quotient intellectuel, un chiffre, une note, un rang. Et ce chiffre, cette invention du début du XXe siècle, créée initialement pour identifier les enfants ayant besoin d'aide scolaire, détournée ensuite pour classer, hiérarchiser, exclure, est devenue dans l'imaginaire collectif le synonyme d'intelligence. Tu as un QI élevé? Tu es intelligent. Tu résous rapidement des problèmes abstraits? Tu es intelligent. Tu excelles en mathématiques et en logique formelle? Tu es intelligent. Et tout le reste, la sagesse, le jugement, la capacité à lire les émotions, la créativité profonde, l'aptitude à prendre de bonnes décisions sous pression, la capacité à apprendre de ses erreurs, à se connaître soi-même, tout ça est relégué dans des catégories secondaires. L'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale, les intelligences multiples, comme si c'était des variantes consolantes pour ceux qui n'avaient pas eu la vraie. Mais voici ce que les neurosciences ont établi avec une clarté qui devrait tous nous faire réfléchir. Les personnes à QI très élevé ne prennent pas de meilleures décisions que la moyenne. Elles ne font pas de meilleures relations, elles ne vivent pas des vies plus satisfaisantes, elles ne sont pas plus heureuses, elles ne sont pas plus résilientes face aux crises. Et certaines des erreurs les plus colossales de l'histoire, les catastrophes financières, les guerres initives, les désastres politiques, ont été orchestrées par des gens brillants. Des gens à QI extraordinaires, des gens qui avaient tous les diplômes, toutes les certifications, toutes les preuves officielles de leur intelligence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'intelligence telle qu'on la mesure n'est pas l'intelligence telle qu'elle compte vraiment. Et Socrate, le philosophe grec qui affirmait ne rien savoir et que l'oracle de Delphes avait désigné l'homme le plus sage d'Athènes, avait compris ça 2400 ans avant les neurosciences modernes. Je sais que je ne sais rien. Cette phrase, l'une des plus citées et les moins comprises de l'histoire de la philosophie, n'est pas une formule de modestie, c'est une définition d'intelligence. L'homme le plus intelligent n'est pas celui qui sait le plus, c'est celui qui est conscient de l'extendue de ce qu'il ne sait pas. Les trois illusions qui font croire à la plupart des gens qu'ils sont intelligents, quand en réalité, ils sont simplement bien adaptés à certaines formes de conformité. Illusion 1. La fluidité cognitive. Ton cerveau est extraordinairement efficace pour produire des réponses rapides, fluides, convaincantes. Quand quelqu'un te pose une question, tu as presque toujours une réponse. Quand tu lis un argument, tu as presque toujours une contreposition. Quand tu regardes une situation, tu as presque toujours une explication. Et cette fluidité, cette capacité à produire du sens rapidement, ressemble à de l'intelligence. Elle en a l'apparence, elle en a le son. Elle impressionne dans les conversations. Mais Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, chercheur sur les biais cognitifs, a passé sa vie à documenter quelque chose de profondément inconfortable. La plupart de ses réponses fluides et rapides sont des raccourcis, des heuristiques, des simplifications. Elles ne sont pas le produit d'une réflexion profonde, elles sont le produit d'un cerveau optimisé pour l'efficacité, pas pour la vérité. Illusion 2. La confiance en sa propre mémoire. Tu te souviens des choses, tu as une bonne mémoire, ou du moins tu le crois. Et cette mémoire te donne l'impression d'une base solide sur laquelle construire ton intelligence. Mais la mémoire humaine n'est pas un enregistrement, c'est une reconstruction.
Chaque fois que tu te souviens de quelque chose, tu le reconstruis partiellement, en comblant les lacunes par des inférences, des désirs, des peurs. Et cette reconstruction t'apparaît comme un souvenir fiable. Ce n'est pas une anecdote, c'est une des découvertes les plus solides de la psychologie cognitive. Illusion 3. L'effet Dunning-Kruger. Plus tu en sais sur un sujet, plus tu réalises l'étendue de ce que tu ne sais pas. Inversement, et c'est l'ironie la plus cruelle de la cognition humaine, ceux qui savent peu ont tendance à surestimer massivement leurs compétences. Pas parce qu'ils sont stupides ou mauvais, mais parce qu'ils n'ont pas encore accumulé assez de connaissances pour voir les contours de leur ignorance. Le débutant est souvent plus confiant que l'expert, pas parce qu'il sait plus, parce qu'il ne voit pas encore ce qu'il ne sait pas. Et cette surestimation, cette confiance non fondée, est probablement la forme la plus dangereuse de fausse intelligence. Marc Aurèle, qui gouvernait l'empire le plus puissant du monde et s'écrivait des mises en garde contre sa propre arrogance intellectuelle, notait dans ses pensées « Ne pense jamais que tu possèdes quelque chose de sûr. Ce que tu crois savoir avec certitude est exactement là où ton jugement est le plus faible. Ce que tu crois savoir avec certitude, c'est exactement là où ton jugement est le plus faible. » Ce que l'intelligence est vraiment, la réponse qui change tout. Si l'intelligence n'est pas le QI, si ce n'est pas la vitesse de processement, si ce n'est pas la mémoire, si ce n'est pas la fluidité cognitive, alors qu'est-ce que c'est? Voici ma réponse. Pas la réponse académique, pas la réponse des manuels, la réponse qui émerge quand on regarde honnêtement ce qui distingue les êtres humains qui vivent bien, qui prennent de bonnes décisions, qui construisent des relations solides, qui traversent les crises sans se briser, de ceux qui ne le font pas. L'intelligence véritable, c'est la capacité d'agir efficacement dans la réalité telle qu'elle est, pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Décompose cette définition. Agir efficacement, pas penser brillamment, pas parler éloquemment, pas analyser profondément. Agir, prendre des décisions, produire des résultats, dans le monde réel. Dans la réalité telle qu'elle est, pas dans le modèle simplifié que tu as de la réalité, pas dans tes théories sur comment les choses devraient fonctionner, dans la réalité concrète, complexe, imprévisible, souvent inconfortable, telle qu'elle se présente à toi. Cette définition change tout, parce qu'elle inclut des capacités que le QI ne mesure pas du tout. La capacité de reconnaître ses propres biais, la capacité de changer d'avis face à de nouvelles preuves, la capacité de distinguer ce qu'on sait de ce qu'on croit, la capacité de rester calme et lucide sous pression, la capacité de demander de l'aide quand on en a besoin, et par-dessus tout, la capacité de se connaître soi-même. Épictète formulait cette intelligence fondamentale avec la précision de quelqu'un qui avait compris la vie depuis le bas. C'est le propre d'un homme non instruit de blâmer les autres pour ses malheurs. C'est le propre d'un homme qui commence à s'instruire de se blâmer lui-même. C'est le propre d'un homme pleinement instruit de ne blâmer ni les autres ni lui-même. Ni les autres ni lui-même, parce que l'homme pleinement intelligent a compris que le blâme, qu'il soit tourné vers l'extérieur ou vers l'intérieur, est une forme d'évitement de la réalité. C'est ça l'intelligence. Avant de passer à la partie 2, une question. Pense à quelqu'un que tu admires vraiment, quelqu'un que tu considères comme véritablement intelligent. Est-ce que tu l'admires pour sa vitesse de réflexion, pour ses diplômes, pour sa capacité à gagner des débats? Ou est-ce que tu l'admires pour autre chose? Pour la façon dont il gère les situations difficiles, pour la justesse de ses jugements, pour la qualité de ses relations, pour ce que sa présence produit dans ta vie? Si c'est la deuxième option, alors tu as déjà une intuition de ce que la partie 2 va expliquer. Parce que l'intelligence que tu admires chez cet être, cette intelligence-là, elle s'apprend, elle se construit, elle se développe, et elle n'a rien à voir avec ton QI. Il y a un paradoxe au cœur de l'intelligence humaine. Plus tu développes ta capacité à penser, plus tu réalises à quel point penser ne suffit pas. Les plus grands philosophes de l'histoire ne se sont pas contentés de penser, ils ont vécu selon ce qu'ils pensaient. Ils ont mis leur intelligence au service de leurs actions, de leurs relations, de leur façon d'habiter le monde. Marc Aurèle n'écrivait pas ses pensées pour les publier, il les écrivait pour se corriger, pour s'améliorer, pour transformer sa compréhension en comportement.
Épictète n'enseignait pas la philosophie comme un exercice académique, il enseignait comment vivre, comment réagir, comment choisir. Sénèque ne correspondait pas à Lucilius pour briller intellectuellement, il lui transmettait des outils pour traverser la vie avec plus de clarté et moins de souffrances inutiles. Voilà la définition la plus profonde de l'intelligence que ces hommes incarnaient. L'intelligence est la capacité de transformer la compréhension en vie meilleure. Pas la compréhension comme fin en soi, la compréhension comme moyen. Dimension 1. Se connaître soi-même, l'intelligence la plus rare. L'inscription gravée sur le temple d'Apollon à Delphes, le sanctuaire le plus sacré de la Grèce antique, ne disait pas « sois fort », elle ne disait pas « sois courageux », elle ne disait pas « accumule du savoir », elle disait deux mots « gnoti seoton ». Connais-toi toi-même. Socrate avait fait de cette injonction le centre de toute sa philosophie. Et quand on lui demandait pourquoi consacrer une vie entière à la connaissance de soi plutôt qu'à la connaissance du monde, il répondait avec une logique implacable. Comment peux-tu comprendre le monde si tu ne comprends pas l'instrument que tu utilises pour le comprendre? Comment peux-tu faire confiance à ton jugement si tu ne connais pas les biais, les peurs, les désirs qui colorent ce jugement? Comment peux-tu prendre de bonnes décisions si tu ne sais pas vraiment ce que tu veux, pas ce que tu crois vouloir, pas ce qu'on t'a appris à vouloir, mais ce que tu veux vraiment? La connaissance de soi n'est pas une introspection molle et narcissique, c'est le travail le plus rigoureux et le plus difficile qu'un être humain puisse entreprendre. Parce que se connaître vraiment, c'est voir ses propres contradictions, ses propres lâchetés, ses angles morts, les histoires qu'on se raconte pour éviter de changer, les peurs qu'on déguise en principe, les désirs qu'on justifie en valeur. Marc Aurèle le pratiquait chaque soir, pas pour se flageller, pour se corriger. Examine-toi souvent et demande-toi, suis-je en ce moment meilleur que je ne l'étais hier? Non pas selon les autres, selon ce que je sais être juste. Selon ce que je sais être juste. Voilà le standard de l'intelligence vraie. Non pas ce que les autres pensent de toi, non pas tes diplômes qui certifient, mais la qualité de l'accord entre ce que tu comprends et ce que tu vis. Dimension 2. Le jugement sous pression, où l'intelligence se révèle. Voici comment se révèle vraiment l'intelligence d'un être humain. Pas dans les bonnes conditions, pas quand tout va bien, quand tu as dormi, quand tu n'es pas stressé, quand les enjeux sont faibles. Sous pression. Quand quelqu'un t'attaque en public, quand un projet s'effondre, quand tu reçois une mauvaise nouvelle, quand tu dois prendre une décision importante sans avoir toutes les informations, quand quelqu'un que tu aimes te fait souffrir. C'est là que la différence entre la fausse intelligence et la vraie se voit clairement. La fausse intelligence réagit, elle se défend, elle accuse, elle généralise, elle catastrophise, elle cherche à avoir raison plutôt qu'à comprendre. La vraie intelligence observe d'abord. Elle crée l'espace entre le stimulus et la réponse. Elle pose les bonnes questions avant de répondre. Elle distingue ce qui est urgent de ce qui est important. Elle choisit sa réponse plutôt que de la subir. Épictète, qui avait développé cette capacité dans les conditions les plus extrêmes, celles de l'esclavage, formulait le principe central du jugement sous pression. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre liberté et notre capacité à choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre bonheur. Dans cet espace réside notre liberté. Et cet espace entre ce qui arrive et ce qu'on fait, c'est exactement là que l'intelligence se construit ou s'effondre. Les gens peu intelligents, au sens profond du terme, vivent sans cet espace. Stimulus, réaction immédiate, insulte, colère, critique, défensive, échec, abandon ou déni. Les gens véritablement intelligents ont appris à habiter cet espace, à l'élargir, à y installer une qualité d'observation et de discernement qui transforme radicalement la qualité de leurs décisions. Et ça s'apprend, ça se pratique, c'est une compétence, pas un don. Dimension 3. Connaître ses limites, le signe le plus sûr de l'intelligence.
Il y a quelque chose que les gens vraiment intelligents font systématiquement et que les gens qui croient être intelligents évitent presque toujours. Ils admettent qu'ils ne savent pas. Pas comme une formule de politesse, pas comme une stratégie rhétorique. Sincèrement, avec aisance, sans que ça menace leur confiance en eux-mêmes. Parce qu'ils ont compris quelque chose d'essentiel. Admettre l'ignorance n'est pas une faiblesse, c'est la condition du progrès. Tu ne peux apprendre que ce que tu ne sais pas encore. Si tu crois déjà savoir, si ton ego investit dans l'image d'un être compétent et informé, alors chaque nouvelle information est filtrée par cette image. Ce qui confirme ce que tu sais déjà entre, ce qui le contredit est rejeté, minimisé, rationalisé. C'est ce que les psychologues appellent le biais de confirmation, et c'est le plus grand ennemi de l'intelligence réelle. Les gens véritablement intelligents ont une relation différente à l'erreur. Ils ne la vivent pas comme une menace à leur identité, ils la vivent comme une information, une donnée, un signal. Ah, donc ça ne fonctionnait pas comme je le croyais. Très bien, qu'est-ce que ça m'apprend ? Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, formulait cette philosophie de l'erreur comme chemin vers l'intelligence. Erra et récède. Erre et revient. Erre et revient. Pas n'erre pas. Pas sois parfait. Erre, explore, trompe-toi et reviens avec ce que l'erreur t'a appris. L'intelligence n'est pas l'absence d'erreur, c'est la capacité d'apprendre de chaque erreur plus vite que les autres. Comment développer l'intelligence réelle ? 3 pratiques concrètes. Voici 3 pratiques concrètes que les stoïciens utilisaient et que tu peux commencer aujourd'hui. Pratique 1. Le journal socratique. Chaque soir, pose-toi 3 questions simples. Pas pour te juger, pour te connaître. Qu'est-ce que j'ai cru aujourd'hui qui s'est révélé faux ou incomplet ? Quelle décision ai-je prise selon mes émotions plutôt que selon mon jugement ? Qu'est-ce que j'aurais fait différemment si j'avais été plus lucide ? Ces 3 questions, pratiquées régulièrement, développent quelque chose que les neurosciences appellent la métacognition, la capacité à observer sa propre pensée. Et la métacognition est l'un des meilleurs prédicteurs de l'intelligence pratique. Pratique 2. La règle des 10 secondes. La prochaine fois que tu ressens une réaction forte, colère, défensive, enthousiasme impulsif, impose-toi 10 secondes avant de répondre. 10 secondes, juste ça. Dans ces 10 secondes, pose-toi une seule question. Est-ce que ma réponse va servir la situation ou servir mon ego ? Avec le temps, ces 10 secondes deviennent naturelles. L'espace entre stimulus et réponse s'élargit. Et dans cet espace, ton intelligence réelle peut s'exprimer. Pratique 3. La chasse aux certitudes. Une fois par semaine, choisis une de tes convictions les plus solides, une chose que tu considères comme vraie, évidente, indiscutable, et passe 15 minutes à chercher activement les arguments contraires. Pas pour te convaincre que tu as tort, pour tester la solidité de ta conviction. Si elle résiste, elle en sort renforcée. Si elle ne résiste pas, tu viens de faire quelque chose que peu de gens font. Tu as changé d'avis en te basant sur la réflexion plutôt que sur la pression sociale. C'est ça, l'intelligence réelle en action. L'intelligence qui vaut quelque chose. Je veux finir avec une image simple. Imagine 2 personnes. La première a un QI de 145. Elle résout les problèmes à une vitesse extraordinaire, elle a mémorisé des milliers de faits, elle impressionne dans toutes les conversations. Mais elle prend des décisions impulsives sous pression. Elle ne supporte pas d'avoir tort. Elle répète les mêmes erreurs relationnelles encore et encore. Et au fond d'elle-même, elle se sent perpétuellement insatisfaite parce que toute cette intelligence ne lui a jamais appris à être bien dans sa propre peau. La deuxième n'a peut-être pas un QI exceptionnel, mais elle connaît ses propres biais. Elle sait quand elle ne sait pas, elle change d'avis sans que ça lui coûte son identité, elle reste calme quand tout le monde panique, elle apprend de chaque erreur, et elle construit, au fil des années, une vie qui ressemble à ce qu'elle voulait vraiment. Laquelle est la plus intelligente ? Marc Aurèle répondrait sans hésitation. Nulle part l'homme ne trouve de retraite plus calme et plus tranquille qu'en sa propre âme. Accorde-toi souvent cette retraite et renouvelle-toi. Renouvelle-toi.
L'intelligence véritable n'est pas un état, c'est un mouvement, un processus de renouvellement permanent, de remise en question, de correction, d'apprentissage. Elle n'a pas de plafond, elle n'a pas de diplôme qui la certifie, elle n'a pas d'âge optimal pour se développer. Elle commence le jour où tu décides que comprendre vraiment, comprendre honnêtement, sans te ménager, vaut mieux que d'avoir l'air intelligent. Ce jour-là, tu deviens véritablement intelligent. Dis-moi dans les commentaires, quelle est la conviction que tu as changée récemment grâce à la réflexion? Je lis tout. À très bientôt.